Beaucoup de gens pensent que nos droits nous sont donnés par des traités tels la Constitution et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, alors qu'en réalité, ces textes n'existent que pour énumérer et protéger les droits qui nous appartiennent naturellement en tant qu'humains. Ces droits naturels nous proviennent tous d'un seul et même droit universel, le droit de propriété. La vidéo d'aujourd'hui ainsi que la prochaine vise à définir ce droit dans le but de pouvoir appliquer cette définition de manière cohérente et uniforme dans chaque aspect de la vie de l'homme, nous permettant de juger les pratiques et lois qui respectent ou non l'humain et ses droits naturels, et par extension de celles qui privent l'humain de ses libertés. La manière la plus simple d'aborder ce sujet est de parler du credo du libertarien. Rothbard, dans son livre For a New Liberty, le résume simplement. Aucun homme ou groupe d'hommes ne peut agresser la personne ou la propriété de quelqu'un d'autre. On l'appelle généralement le principe de non-agression. Ici, le terme agression est défini comme l'initiation de l'usage ou de la menace de la violence contre la personne ou la propriété d'autrui. L'agression est donc synonyme avec invasion. Ce credo repose sur un principe fondateur, le droit à la propriété de soi. Ce droit affirme que chaque homme ou femme, par simple vertu d'être humain, possède son corps. Plus précisément, il ou elle contrôle son corps libre de toute coercition. C'est ce droit qui permet à chaque personne de penser, apprendre, évaluer et agir pour survivre et s'épanouir sans qu'elle soit limitée ou gênée par toute molestation coercitive. Imaginons un monde dans lequel on irait à chacun son droit de s'appartenir. Il y aurait deux alternatives à cette expérience. 1. Il existe une certaine classe de personnes A qui possède une autre classe de personnes B. Ou 2. Chaque personne a le droit à sa part de quota égal du partage de toutes les personnes. La première alternative est très facile à balayer. Si une classe de personnes humaines A possède une autre classe de personnes B, alors la classe B est forcément sous-humaine car elle est inférieure à la classe A qui est de fait une classe dirigeante. Mais puisque les gens de la classe B sont en réalité humains, cette première alternative se contredit elle-même car elle nie les droits naturels humains à une partie d'êtres humains. La deuxième alternative indique que dans un monde où il y a 7 milliards de personnes, chacun a le droit de posséder 1 sur 7 milliards de chaque autre personne. La première absurdité saute aux yeux. Comment quelqu'un peut-il posséder une part de tout le monde mais ne peut pas se posséder lui-même? Ensuite, ce monde est totalement impraticable puisqu'aucune personne n'est libre de prendre aucune décision, de ne faire aucune action sans le consentement ou le commandement de toutes les autres personnes. Dans ce genre de monde communiste, personne ne pourrait faire quoi que ce soit et la race humaine périrait rapidement, ce qui irait à l'encontre de ce qu'il y a de mieux pour la prospérité de l'homme sur Terre. Dans la pratique, puisqu'il est impossible de garder un œil sur tout le monde et donc d'utiliser sa part de chaque personne, une classe de personnes serait obligée de superviser et donc ultimement contrôler et posséder le reste des gens. Toute tentative d'établir une société communiste amène forcément à la création d'une classe dirigeante, ce qui revient à la première alternative. Maintenant que la propriété de soi a été démontrée, qu'en est-il de la propriété des biens? L'homme n'est pas autosuffisant, il ne vit pas que d'air. Il a besoin de se tenir sur la terre, de manier et exploiter cette terre pour créer de la nourriture et autres biens consommables qui l'aideront à survivre. L'homme a donc besoin de posséder son propre corps, mais aussi d'autres biens matériels pour qu'il puisse les utiliser de manière à prospérer. Mais comment établir ces titres de propriété concernant ces biens? Prenons l'exemple d'un sculpteur qui façonne une œuvre d'art avec de l'argile. La question est simple ici, sans prendre en compte à qui appartiennent les outils ni l'argile, à qui appartient la sculpture façonnée par le sculpteur. Il serait étonnant que quelqu'un ose dire que la sculpture qui a été modelée grâce aux mains, à l'énergie, au temps et à la créativité du sculpteur ne lui appartient pas. Bien sûr qu'il n'a pas créé de la matière, mais il l'a transformée pour en faire un nouveau bien qui n'existait pas dans la nature auparavant. Si l'homme possède son propre corps et qu'il doit manier et transformer les ressources naturelles pour pouvoir survivre, alors il est logique que le sculpteur a le droit de posséder le produit qu'il a créé avec son énergie, son travail et qui est une extension de sa personnalité. Il a estampé le matériau brut de sa propre personne, mélangeant l'argile avec son labeur, comme dirait John Locke. Pour citer ce dernier à ce sujet, chacun a un droit particulier sur sa propre personne, sur laquelle nul autre ne peut avoir aucune prétention. Le travail de son corps et l'ouvrage de ses mains, nous pouvons le dire, sont son bien propre. Tout ce qu'il a tiré de l'état de la nature, il l'a mélangé avec sa peine et son industrie, et en a donc fait sa propriété. En ayant retiré ce bien de l'état commun de la nature par l'utilisation de son industrie, il est exclu du bien commun des autres personnes. Car cette peine et cette industrie étant sa peine et son industrie propre et seule, personne ne saurait avoir droit sur ce qui a été acquis par cette peine et cette industrie. Comme dans le cas de la propriété de soi, on a ici 3 alternatives possibles. 1. Soit le créateur a le droit de propriété sur sa création. 2. Soit un autre homme ou un groupe d'hommes a le droit de se l'approprier par force sans le consentement du créateur. 3. Soit elle appartient à tout le monde équitablement.
Encore une fois, n'importe quelle personne censée verrait l'évidente injustice dans l'appropriation de la sculpture par d'autres personnes que le sculpteur, qu'il s'agisse d'un homme, un groupe d'hommes ou le monde entier. De quel droit se permettent-ils de s'octroyer le produit de l'intelligence et du travail du sculpteur? Dans ce cas précis, la réponse semble claire et nette et le cas réglé d'avance. Le plus dur est de faire comprendre aux gens que le cas du sculpteur n'est pas différent de tout autre type de production. Les hommes et les femmes qui ont utilisé les matériaux du sol n'ont peut-être pas été aussi créatifs que le sculpteur, mais ils ont aussi mélangé leur savoir-faire, leur énergie, leur temps et leurs idées avec les matériaux pour en faire un produit. Eux aussi sont des producteurs et ont le droit de posséder leurs produits. Une nouvelle question découle de cette conclusion. Si l'homme possède sa propre personne, son propre travail et donc par extension tout produit qu'il a créé depuis des ressources naturelles précédemment non utilisées et non appropriées, est-ce que l'homme peut posséder la terre elle-même? En simple, si le cueilleur a le droit aux baies et aux fruits qu'il ramasse et le fermier au blé qu'il a semé et récolté, qui a le droit de posséder la terre sur laquelle ces choses poussent? Si la terre doit être utilisée comme ressource de manière efficace, et c'est le cas si l'humanité veut pouvoir survivre et prospérer, alors elle doit appartenir à quelqu'un ou un groupe de personnes. Une nouvelle fois, on fait face à nos trois alternatives. Soit elle appartient à la première personne qui l'a utilisée, à l'homme qui a produit en premier grâce à cette terre, soit elle appartient à quelqu'un d'autre ou un groupe d'autres personnes, soit elle appartient au monde entier équitablement. Comme dans les deux autres cas, la réponse est évidente. Car comme dans le cas du sculpteur, le fermier qui cultive la terre la façonne avec son talent, son énergie, son travail et sa personnalité. Il prend quelque chose de naturel, non utilisé et le transforme en un produit provenant du mélange de son labeur et son intellect. Certaines personnes affirment que ces terres appartiennent à la société. Mais tout comme le talent et l'intellect n'ont pas été donnés à la société mais à des individus spécifiques, ces terres n'ont pas été données à la société mais à des individus. Dire que la société doit posséder ces terrains signifie qu'un groupe d'oligarques doit s'approprier la propriété du créateur ou du fermier qui a créé ces produits. L'homme vient dans ce monde avec sa propre personne et le monde existant autour de lui. Il prend ses ressources et les mélange avec son travail, son énergie et son intellect pour en faire des produits utiles à l'homme. De ce fait, si un individu ne peut pas posséder une terre originale, alors il ne peut pas posséder les fruits de son labeur dans tout son sens. Le fermier ne peut pas posséder son blé s'il ne peut pas posséder la terre sur laquelle son blé pousse. Maintenant que son labeur a été inextricablement mélangé avec la terre, il ne peut pas être privé de l'un sans être privé de l'autre. Et pourquoi quelqu'un a des centaines, voire des milliers de kilomètres, n'ayant jamais fourni un seul effort pour cultiver cette terre, aurait autant le droit de la posséder que le pionnier, le premier utilisateur et transformateur de cette terre, celui qui, en premier, a transformé cette chose sans valeur en quelque chose de productif et positif socialement. Cette théorie de propriété a été définie de manière éloquente par Louis Wolowski et Émile Levasseur, deux laissez-faire économistes français du XIXe siècle. Si l'homme acquiert des droits sur les choses, c'est qu'il est à la fois actif, intelligent et libre. Par son activité, il se répand sur la nature extérieure. Par son intelligence, il la domine et l'assouplit à ses usages. Par sa liberté, il établit entre lui et elle la relation de cause à effet et il la fait sienne. Quand les siècles se sont écoulés et que les générations ont accumulé leurs travaux, quelle est, dans un pays civilisé, la mode de terre? Quelle est la feuille qui ne porte cette empreinte? Dans la ville, nous sommes enveloppés par les œuvres de l'homme. Nous marchons sur un pavé uni ou sur une chaussée battue. Ce sont les hommes qui ont assaini le sol autrefois bourbeux, qui ont, des flancs d'une colline située loin d'ici, détaché le grès ou le caillou qui le recouvre. Nous habitons des maisons. Ce sont des hommes qui ont extrait les pierres de la carrière, qui les ont taillées, qui ont amenuisé le bois. C'est la pensée d'un homme qui a coordonné les matériaux et fait un édifice de ce qui était auparavant roche et forêt. Dans la campagne, c'est encore l'action de l'homme qui est partout présente. Les hommes ont défriché le sol et des générations de laboureurs l'ont ameubli et engraissé. Les travaux de l'homme ont endigué les rivières et créé la fertilité là où les eaux n'apportaient que la désolation. Aujourd'hui, l'homme va jusqu'à peupler les fleuves, à diriger la croissance des poissons et il prend possession de l'empire des eaux. Partout, on devine une main puissante qui a pétri la matière et une volonté intelligente qui l'a tournée, suivant un plan uniforme, à la satisfaction des besoins d'un même être. La nature a reconnu son maître et l'homme sent qu'il est chez lui. Cette nature a été appropriée par lui à son service. Elle est devenue sa chose propre. Elle est sa propriété. Cette propriété est légitime. Elle constitue pour l'homme un droit aussi sacré que l'est le libre exercice de ses facultés. Elle est à lui parce qu'elle est sortie tout entière de lui-même et qu'elle n'est en quelque sorte qu'une émanation de son être.
Avant lui, il n'y avait guère que de la matière. Depuis lui et par lui, il y a de la richesse échangeable, c'est-à-dire des objets ayant, par une industrie quelconque, fabrication, manutention, extraction ou simplement transport, acquis une valeur. Depuis le tableau d'un grand maître, qui est peut-être de tous les produits matériels celui dans lequel la matière joue le moindre rôle, jusqu'à la voie d'eau que le porteur puise à la rivière et apporte au consommateur, les richesses, quelles qu'elles soient, n'acquièrent leur valeur que par des qualités communiquées, et ces qualités sont des portions de l'activité, de l'intelligence, de la force humaine. Le producteur a vraiment payé de sa personne. Il en a laissé quelques fragments dans la chose qui est ainsi devenue une richesse et qui peut dès lors être considérée comme un prolongement des facultés de l'homme agissant sur la nature extérieure. En sa qualité d'être libre, il s'appartient à lui-même. Or, la cause, c'est-à-dire la force productrice, c'est lui. L'effet, c'est-à-dire la richesse produite, c'est encore lui. Qui oserait lui contester son titre de propriété si nettement marqué du cachet de sa personnalité? C'est donc à la personne humaine, créatrice de toute richesse, qu'il faut revenir. C'est sur la liberté qu'il convient de fonder le principe de la propriété. Et si l'on veut savoir à quel signe on la reconnaît, nous répondrons que c'est par le travail que l'homme imprime sa personnalité sur les choses. C'est le travail qui défriche la terre et d'une lande inoccupée fait un champ approprié. C'est le travail qui, d'une forêt vierge, fait un bois régulièrement aménagé. C'est le travail, ou plutôt, c'est une série de travaux exécutifs par une succession souvent très nombreuse d'ouvriers qui de la graine fait sortir le chanvre, du chanvre le fil, du fil l'étoffe, de l'étoffe le vêtement, qui convertit l'informe pyrite recueilli dans la mine en un bronze élégant qui orne une place publique et redit à tout un peuple la pensée d'un artiste. La propriété, manifestée par le travail, participe des droits de la personne dont elle est l'émanation. Comme elle est inviolable tant qu'elle ne pousse pas son expansion jusqu'à venir se heurter contre un autre droit. Comme elle est individuelle, parce qu'elle a son origine dans l'indépendance de l'individu et que, quand plusieurs ont coopéré à sa formation, le dernier possesseur a racheté avec une valeur, fruit de son travail personnel, le travail de tous les collaborateurs qui l'avaient précédé. C'est ce qui a lieu pour la plupart des objets manufacturés. Quand la propriété a passé par vente ou par héritage d'une main dans une autre, ces conditions n'ont pas changé. Elle est toujours le fruit de la liberté humaine manifestée par le travail et le détenteur a les mêmes titres que le producteur qui l'a saisi de son droit. Le libertarien est donc férocement opposé à toute pratique empiétant sur le droit de propriété de chacun, comme le vol, le meurtre, tout type d'invasion de propriété, mais aussi toute forme de taxe, de redistribution de biens sans le consentement des propriétaires, toute loi empêchant chacun de faire ce qu'il veut de sa propriété tant qu'il n'agresse pas celle des autres, et toute loi empêchant chacun de défendre sa propriété contre d'éventuels agresseurs. On discutera de ces sujets plus en détail dans des vidéos à venir. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et qu'elle était assez claire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et vous abonner à la chaîne, ça m'aide beaucoup. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et Odyssée, tous les liens sont dans la description. A bientôt.